Well, you know, this whole ordeal has been this whole ordeal has been very emotional, I think, for those of us of Ukrainian heritage, but for all Canadians and definitely as parliamentarians. So to have President Zelenskyy actually appear and address Parliament today, and the way he described, you know, how we should put ourselves in his shoes, or what Ukrainians are experiencing with, you know, buildings being bombed and, you know, memorial sites being bombed and women and children being killed. I think that makes it real. And also that gives us that sense of urgency that we need to do more. Can you talk a bit more about, your leader's suggestion to get a no-fly zone over the humanitarian corridor, I guess? I'll get to that. Well, that was my question. That was your question? Okay. Yeah, I'm just curious about this she talked about, for the first time it seems, about a no-fly zone over Ukraine. Like, so Ukraine's been calling for this for a long time. And so, you know, listening today and knowing that President Zelenskyy needs this type of support, and more importantly, the people that are trying to escape and the humanitarian aid that's trying to get into cities like Kharkiv, like Mariupol, like Kiev, there needs to be a concerted effort by our partners and allies to provide that safe space and protect that zone so that those convoys of people and supplies and humanitarian relief can travel. But your understanding is that this is a humanitarian corridor? Yes, definitely. This would be, and this has been suggested, is to establish humanitarian corridors and no-fly over those corridors so people and humanitarian relief can flow both directions. But aren't you scared that this could provoke Russia? Like, because the big fear, I mean, the NATO leaders have said that, you know, our fear with those kind of having a no-fly zone over Ukraine is that basically if there's a Russian flight, you know, coming, we're going to have to shoot it down, and that could lead us into World War III. So, there is, under the United Nations, the responsibility to protect. Russia is a signatory to the responsibility to protect. And so this is about protecting the civilians. It's not about influencing a war zone. It's about making sure civilians are not being targeted. It's to make sure people can traverse out and become refugees if that's what they choose to do. And it's about making sure that relief efforts are actually getting to the people that decided to stay or are unable to get out of their communities. Isn't that, though, is Canada, is the Conservative Party the only party to suggest that? I haven't seen other countries or allies suggest that. Oh, I think there's been talk from other countries of establishing, you know, these humanitarian corridors, and it has been suggested by President Zelenskyy. So we are saying that we're standing united with Ukraine, that we are standing shoulder to shoulder. Should we not step up and help them establish these corridors for humanitarian relief? Yes, but the no-fly zone over the corridor. Well, that's that I know that there's going to be a concern, but we expect that Russia will want to respect the establishment to get people to safety, so that they're not unfairly harmed and are, you know, collateral damage in this escalation that we're experiencing right now. So anyway, that would mean Canadian troops enforcing the no-fly zone, right? So, you know, I'll say this, because, you know, the government of Canada has done such a poor job of investing in our military. You know, we're flying around with fighter jets that are older than what Ukraine has today. So I would just say that, you know, we need to invest in our own capabilities, but at the end of the day, there is a responsibility here to make sure that Ukraine has the capabilities, get them those old Sukhoi and MiG fighters. You know, let's cut through the red tape, let's deliver it so they can protect their own airspace, and, you know, there's other options that we'll have to talk to our allies about. But anyway, I should get going. That this could lead Canada to war, though. Hey, we're not declaring war. We're just trying to help people. This is responsibility to protect is what we're talking about. Filion, je vous écoute d'abord en français. Qu'est-ce que vous avez ressenti en entendant le plaidoyer de M. Zelenskyy? D'abord, c'est un plaidoyer qui devrait toucher l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes, je dirais même l'humanité, parce que ce que M. Zelenskyy nous demandait d'imaginer, c'est l'imaginable. De voir qu'on a des écoles qui ont été bombardées là-bas, de voir qu'il y a des gens qui sont en train de mourir là-bas, de voir qu'on voit une destruction massive d'un peuple en libre qui demande seulement à vivre
dans une démocratie. Je pense que ce qui nous a appelés, c'est d'aller à l'intérieur de nous, de chacun, dans notre cœur, dans notre tête, de dire « imaginez l'inimaginable ». Et c'est ce qui arrive présentement en Ukraine. Alors pour moi, c'est un appel à l'action mondiale de faire plus encore pour s'assurer que les combats cessent, pour s'assurer que la démocratie soit restaurée et s'assurer aussi que M. Poutine et son régime payent le grand prix justement pour la dévastation et les vies humaines qui ont été enlevées en Ukraine. La charte primaire conservatrice demandait une zone d'exclusion aérienne pour les couloirs humanitaires. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous en pensez quoi? Bien, écoutez, je pense qu'à ce moment-ci, quand on regarde à l'étape du conflit où on en est, tout doit être considéré. Il y a évidemment des considérations très complexes sur les questions des zones, ce qu'on appelle les no-fly zones. Il y a évidemment, je pense qu'il faut prendre les mesures appropriées, mais avoir aussi une approche réfléchie là-dessus, parce qu'évidemment, on veut prévenir une aggravation du conflit. Mais je pense qu'à ce moment-ci, ces questions-là se posent et je vais laisser évidemment mes collègues qui sont responsables des Affaires étrangères de parler de la politique canadienne là-dessus, mais je pense qu'on est tous interpellés par la dévastation qu'on voit présentement en Ukraine. C'est pas une provocation? Est-ce que les Russes... Bien, je pense que c'est ça. On a vu l'histoire. L'histoire nous enseigne beaucoup de choses et je pense que lorsqu'on parle de zone d'exclusion, il faut bien définir ce que ça veut dire, mais aussi être très conscient des risques que ça pourrait amener. Je pense que dans un moment de crise comme celui-là, ça demande d'avoir une approche très réfléchie et certainement avec nos alliés de l'OTAN sur cette question-là. Is the no-fly zone completely off the table? I think that when you're looking at something, the extent of the devastation that you're seeing, the extent of the human suffering, the extent of the destruction that we've seen over the last few days, you always have to look at what more we can do. Now, obviously, when you look at no-fly zone, there's a lot of issues around that in order not to escalate a conflict. But we heard President Zelenskyy, and I think that our allies and the world is looking at what more can be done at this stage. Would a humanitarian corridor, no-fly zone, still be considered an escalation, do you think? I would think that at this stage, considering the devastation we've seen, the international community is seized of that question, and I think we need to consider what can be done, what are the smart moves we can do to make sure that we can protect more people in Ukraine in front of the human suffering that we're seeing. Merci. La proposition de Mme Bergen d'imposer une zone d'exclusion aérienne pour les couloirs humanitaires, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est quelque chose que le Canada envisage avec ses alliés? Bien, je suis contente de te voir ici, Mélanie. J'espère que tu as eu un bon voyage. Donc, au niveau de ce que Mme Bergen a dit, il va de soi que la position du gouvernement du Canada a toujours été la même que celle de ses alliés, c'est-à-dire que l'objectif est de ne pas déclarer un conflit international, donc une troisième guerre mondiale. Les gens s'attendent à ce que ce soit notre position et donc on va agir en conséquence. Du reste, je pense qu'on doit être proactif dans le fait d'aider l'Ukraine à contrecarrer l'offensive russe. C'est pourquoi on continue encore et toujours à offrir des armes à l'Ukraine, à ce que ces armes-là se rendent sur place et en même temps, encore et toujours en faire plus au niveau des sanctions. Does the no-fly zone automatically lead to the Third Just, World I'll get War? to you. Est-ce que ça veut dire non, clairement? C'est quelque chose que vous écartez? Comme je vous ai dit, notre objectif, c'est toujours de ne pas générer un conflit international. Et c'est pourquoi la position à date de l'OTAN et aussi de ses membres a été la même. Does the no-fly zone automatically lead to the Third World War in your eyes? We have been consistent throughout the alliance in making sure that there would be a red line, and this red line would be not to trigger an international conflict. That has been our position. Now, we want to make sure that we can support Ukraine to defend its airspace. We will do so, obviously, by providing military support, when I say military, lethal aid, as well as making sure that we, again, continue to have strong sanctions. It is important for Canada to be able also to provide that lethal aid directly to Ukraine. My colleague, Minister Anand, has been doing a great amount of work on this. Many of the deliveries have been successfully
delivered. And Actually, you didn't answer my question, which was, is there no way to institute a no-fly zone, even a partial one, without triggering war? we are always willing to look at many scenarios right now because we know Ukrainian people need help. And Canada will always lead conversations to find creative solutions. But at this point, based on the information we have a red line that we can't cross. Minister, I understand that Russia has sanctioned you and Minister Anand and the Prime Minister from going to Russia. What's your response to that? I'm not surprised, and I won't back down. Will it have any impact? I mean, surely you don't have any dealings, business dealings or other, with Russia or Russian entities in Canada. So what do you see it as? Well, you know, sorry, I just want to understand your question, Donna. Do you have any dealings, economic or otherwise, business or otherwise, that might be affected by sanctions, or is this more a diplomatic persona non grata thing? No, and my mother would be very surprised if I did. Est-ce que vous avez l'impression que vous en faites? Est-ce que vous avez l'impression que vous en faites assez? Parce que clairement, le président ukrainien, ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment que le Canada en fasse plus. Il a parlé de cette zone d'exclusion aérienne. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez l'impression que le Canada en a fait assez? Écoutez, j'ai eu plusieurs conversations avec mon homologue ukrainien, encore ce week-end et encore hier. Donc, Dimitro Kuleba et moi, nous parlons à peu près à chaque jour ou à chaque 2 jours. Ce qu'il m'a dit encore hier, m'a dit, Mélanie, le plus important, c'est que le Canada nous envoie des armes et nous envoie et fasse en sorte de mettre en place des sanctions extrêmement sévères. Pourquoi? Parce que certainement, ça aide l'Ukraine à se défendre, mais ça aide aussi l'Ukraine à la table de négociation. Alors, c'est pourquoi nous allons continuer à offrir ce soutien. Et en même temps, je suis en contact avec mes collègues du G7 parce que c'est important qu'on puisse être coordonnés et qu'on ait énormément d'impact ensemble. C'est comme ça qu'on a fonctionné depuis le début et c'est ce qu'on fait. Pour les réfugiés, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore de pont aérien entre, par exemple, la Pologne et le Canada? On entend toutes sortes d'histoires de réfugiés qui ont du mal à venir au Canada. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore fait, ce point? Bien, il va de soi que mon collègue, le ministre de l'Immigration, aura l'occasion de donner plus d'informations sur le nouveau programme qui va être mis en place à partir du 17 mars, donc sous peu. J'ai eu plusieurs conversations, le premier ministre également, concernant comment on peut aider les différents pays voisins de l'Ukraine. Certainement, notre objectif est de pouvoir justement amener ces réfugiés-là. Donc, les conversations ont lieu et on va pouvoir en dire plus sous peu. Justement, par rapport à ce que par exemple, la Pologne demande, là, le président ukrainien disait la semaine passée qu'il aimerait avoir des avions canadiens pour sortir les gens de la Pologne. C'est quelque chose que vous considérez toujours? Tous les scénarios sont sur la table. Notre objectif est de pouvoir faire en sorte d'amener les réfugiés. Le programme, comme je vous ai dit, de visa arrive en place le 17 mars, donc cette semaine. Mais pour sortir les gens, pour extirper les gens. Parce que c'est de ça dont ils ont besoin. Il y a trop de gens de la Pologne et tout. Je comprends, mais comment on fait pour les sortir? Pour faire en sorte que les réfugiés viennent, il faut au départ qu'ils postulent à nos programmes. Donc, on va ouvrir le programme, ils vont pouvoir postuler et après, on va pouvoir travailler avec les gens qui sont intéressés à venir au Canada. Donc, ça, c'est pour une chose, le premier scénario. L'autre scénario, c'est certainement la réunification familiale. Donc, on sait que la communauté ukrainienne est très importante au Canada. On l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui. Il y a 1,4 million d'Ukrainiens au Canada. Donc, il y a de la réunification familiale qui se fait présentement. Et donc, dans les circonstances, on va vouloir travailler aussi avec ces personnes-là qui veulent être réunifiées avec leur famille. Mais vous savez, le premier ministre et plusieurs membres de son cabinet ont fait partie des efforts pour faire venir 40 000 réfugiés syriens à l'époque. J'étais sur le comité de coordination à l'époque et on a bien travaillé ensemble. Alors, on va, bien entendu, bien travailler pour faire venir les réfugiés. If your Ukrainian counterpart is asking for tougher and stronger and further sanctions, why does it seem like Canada is just going progressively slow? Well, that's not his opinion, and this is clearly not our opinion either. I think what we need to do is continue every day, every week to announce sanctions like we did just today. When we do so in coordination with the G7 ministers of foreign affairs. This is through our different diplomatic channels, and we're coordinating. That being said, we know we have to do more. And we know that our sanctions must go really around Putin and
targeting Putin himself, which we have done. But we, as I mentioned on the question of the no-fly zone, we're in creative mode. We want to make sure that we have as strong sanctions as possible because we know they work and we know we have to continue that economic pressure. Wait, Conservatives say that you've asked a question, so I'll take somebody and I'll get to you. What can you do without crossing that red line? The president is asking Canada to do more. What else is in your arsenal before you cross that red line? Like I mentioned, we need to make sure, first and foremost, on the lethal weapon side, we need to continue our deliveries. My colleague, Minister Annan, is doing a fantastic job on that. On the question of sanctions, we need to do more. We will be doing more. My team and I are on it, and we're working with our G7 ministers as well, and working with Chrystia Freeland, Minister of Finance, on it. What we need to do also, we need to continue diplomatically speaking to isolate Russia and put maximum pressure. We're doing that in different forums across the board, but we're looking also at other scenarios to isolate Russia. Can you respond to the Conservatives who said today in the House that Canada should support a no-fly zone over humanitarian corridors? Has your red line meant that you will not support a no-fly zone over humanitarian corridors, should they be negotiated? Well, first and foremost, Russia needs to accept that there are humanitarian corridors. And when they have humanitarian corridors in place, they can bomb civilians at the same time or help their army. So Meanwhile, what's the answer to Canada, though? So our goal is to make sure that we follow up the negotiations and to push to make sure that there are indeed humanitarian corridors, and these humanitarian corridors are how can I say, safe for civilians, and that Russia stops lying about how they are protecting civilians when it comes to humanitarian corridors, which is a fundamental issue. Is that a no to Canadian patrols over those corridors? Our goal is to make sure that, like I mentioned, that we protect civilians when there are humanitarian corridors, but at the same time, we need to make sure, with all the members of the alliance, that we don't cross the red line of targeting, of making sure that there is an international conflict. And so, Combien de réfugiés ukrainiens est-ce que le Canada est prêt à accepter? Vous avez parlé des 40 000 Syriens, 40 000 Afghans aussi. Pour les Ukrainiens, c'est combien? On a déjà dit que la demande, dans le fond, le nombre allait être illimité. Illimité. What's Canada willing to do Est-ce que vous to... étiez au courant que vous n'étiez plus admis sur le territoire russe? Est-ce que vous aviez été averti de ça? Ou est-ce qu'on vient de vous l'apprendre? Ben, j'ai été informée ce matin, je ne suis pas surprise, puis ça fait pas en sorte qu'on va reculer ou que je vais reculer. The key thing the president asked for in his speech wasn't a fly zone, so I just want to be perfectly clear. Sorry, I didn't hear. The key thing that Mr. Zelenskyy asked for in his speech was a no-fly zone, so I just want to be clear with you. There's nothing that he said in his speech that has changed your mind about Canada potentially enforcing any kind of no-fly zone. So the key thing that the president said today was that Canada was leading the international efforts and supporting Ukraine. I was there when the Prime Minister called Zelenskyy. We were both in Munich in Germany last week. And when the Prime Minister asked Zelenskyy whether he wanted to address Canadians through the House of Commons, President Zelenskyy said overwhelmingly yes, because Canada has been one of our greatest allies. This was shown today in his speech. And so therefore, we will do as much as possible. We know that Canadians from all walks of life, from coast to coast to coast, are engaged and want us to do even more, and will do so. But at the same time, Canadians expect us to be acting in a way that we're not triggering an international conflict. But President Zelenskyy also said that he wants Canada to go further. He also mentioned quite clearly that if you imagine asking your friends for help and then you get basically thoughts and prayers, does that speak directly to what Canada's been doing in response? No, of course not. You've been reporting that we've been sending weapons pretty much every Right, but week, he wants a and no-fly at the zone. same time sanctions. So we all know that that's not the case. But he wants a no-fly zone.
And I said, and you've asked me the question, and my answer has been, since the beginning, we need to make sure that we're not triggering an international conflict. And at the same time, we're in creative mode, and we're willing to talk with allies to see how we can further support Ukraine. Ça veut dire quoi, être en mode créatif? Je pense que, vous le savez, le Canada n'est pas une superpuissance militaire, n'est pas une puissance nucléaire non plus. Alors, notre objectif, c'est de travailler avec nos partenaires, d'amener tout le monde à la table, de faire le pont entre les Européens et également avec les Américains pour arriver avec une solution qui va pouvoir mettre un terme au conflit. Mais pour mettre un terme au conflit, entre-temps, il faut que les Ukrainiens soient bien outillés, soient capables de se défendre, parce qu'à la table de négociation, c'est ce qui va les aider à avoir ultimement une solution diplomatique qui a du bon sens. Et c'est pourquoi nous faisons notre part et nous incitons d'autres pays à faire leur part en mettant en place des sanctions très fortes et en même temps en offrant des armes. La Russie vient déposer des sanctions contre M. Trudeau, contre vous, contre Mme Anand. Est-ce que ça vous indique vraiment qu'ils sont prêts à avoir une solution diplomatique? Écoutez, je ne suis pas surprise. Personne n'est surpris. On s'y attendait. Puis, on a déjà mis en place des sanctions contre le président Poutine lui-même, contre le ministre des Affaires étrangères, contre le ministre de la Justice, le ministre des Finances, le ministre des Finances, contre tous les membres de la Douma. Donc, on savait qu'il allait y avoir des contre-sanctions. Donc, il n'y a pas de surprise, mais en même temps, ça ne va pas faire en sorte qu'on va reculer. Merci. Merci tout le monde. Thank you. Bien, bonjour tout le monde. D'entrée de jeu, je dois vous dire que je suis singulièrement impressionné. On avait vu le président Zelenskyy dans les médias à plusieurs reprises et l'usage brillant qu'il fait des réseaux sociaux pour faire un contrepoids à l'usage odieux que fait la Russie de tout ce qui s'appelle appareils médias contrôlés et technologie de l'information. C'est assez remarquable. Et on comprend pourquoi il a réussi à attirer vers lui l'attention de la planète au complet, en allant chercher un soutien à la fois populaire et politique, sans lequel peut-être aujourd'hui l'Ukraine serait dans une position encore beaucoup plus délicate que ce qu'on observe. Cette solidarité-là qu'il a su commander s'exprime lorsque les pays libres du monde sont solidaires aussi avec l'Ukraine. Ça prend la forme, et on l'a dit souvent, ça doit prendre la forme pour le Canada d'actions concertées avec les pays libres du monde. Et on constate que ça se fait. Et quand c'est dans ce cadre-là, le Bloc québécois soutient le gouvernement canadien. Il y a par contre quelques enjeux qui relèvent davantage de la politique intérieure. En fait, ou de la politique extérieure peut-être, mais dont les décisions se prennent de façon davantage purement canadienne, si je peux le dire comme ça. Il y a, l'enjeu de l'importance de la contribution militaire. On donne difficilement ce qu'on n'a pas. Là, on ne se fera pas d'accord au plan militaire. Le Canada est un atome 2B. Ce n'est pas un joueur important. Il ne peut pas fournir ce qu'il n'y a pas. Le Canada peut faire beaucoup en termes humanitaires. D'ailleurs, j'invite le gouvernement à simplement sauter le plafond de l'appariement du financement, qui était à 10 millions, qui est devenu à 30 millions. Vous savez, 30 millions, c'est même pas $1 par citoyen du Canada. Il ne devrait pas y avoir de plafond parce que envoyer des ressources médicales, des ressources alimentaires pour les gens qui sont en Ukraine ou qui sortent de l'Ukraine ou qui sont dans des endroits où sont les réfugiés, je pense que ça reste un enjeu majeur. Ce sur quoi je veux insister, profiter de la tribune que ça donne, ce contexte-là, pour insister, c'est la mise en place de la passerelle humanitaire. Je ne veux pas utiliser pont aérien parce que c'est une expression à connotation militaire, mais une passerelle, une navette humanitaire. Et là, comment dire ça c'est juste trop long. Arrêtez les critères, les paramètres, les tergiversations, les supputations, Arrêtez, là. Lorsque des gens sont exposés à recevoir des bombes sur la tête, lorsque des gens plient bagages avec un baluchon puis le bien personnel dans une vieille poussette à bébé pour sortir de l'Ukraine, tu ne leur demandes pas de faire des tests biométriques, puis tu ne leur demandes pas de remplir des papiers de visa. Ce n'est pas une opération d'immigration, c'est une opération de sauvetage. Ça se gère comme une opération de sauvetage. Tu mets en place des vols nolisés, tu vas chercher les gens qui en ont besoin, tu les amènes au Canada, puis il y en aura même là-dedans que leur destination finale n'est pas le Canada, mais tu les aideras à s'en aller là où ils voudront aller. Il faut sauver des vies de réfugiés ukrainiens. Et n'importe qui fait des téléphones et demander à n'importe qui dans des bureaux de circonscription, ils vont vous le dire, l'appareil des fonctionnaires d'Immigration Canada ne suit pas le rythme, n'est pas capable de livrer la marchandise présentement,
Puis il y a des vies humaines à la fin de la journée qui auront été perdues. Alors je dis, laissez faire les critères de différentes natures, faites les tests de sécurité à l'arrivée sur le territoire, comme ça s'est fait dans le passé. Allez chercher ces gens-là, amenez-les au Canada, amenez-les au Québec, s'il vous plaît, sauvez des vies. Par rapport aux armes, juste par rapport aux armes, vous dites qu'on est à tombe 2B, mais en même temps, dans votre discours, vous avez mis beaucoup l'accent sur le fait qu'on doit en envoyer plus. Ça ne vient pas que du Canada, là. Globalement. J'aimerais juste savoir, alors vous parlez de quoi, au juste? Je pense que la communauté internationale doit continuer à fournir des armes à l'Ukraine. Pas que le Canada. Bon, si le Canada peut fournir quelque chose de valable, tant mieux. Mais c'est clair que le Canada n'est pas une puissance militaire, puis il n'a pas du tout à sa disposition des ressources militaires qui vont faire la grande différence dans cette guerre-là. Mais il s'agit d'une action concertée avec les pays libres. Il y en a qui sont davantage en mesure que le Canada de donner une aide à caractère purement militaire. Moi, j'encourage ceux qui le peuvent à le faire. Le Canada est capable peut-être d'aider davantage au niveau humanitaire, qu'il le fasse. L'un n'empêche pas l'autre, mais on ne fera pas semblant d'être un poids lourd dans un ring où on n'est pas un poids lourd. Par rapport aux réfugiés, donc, est-ce que vous proposez de lever toutes les obligations de visa? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? En fait, je trouve un peu farfelu l'argument du fait qu'il pourrait y avoir des partisans de la Russie qui viendraient au Canada avec ça. D'abord, il y en a déjà, là. Fréquentez vos propres réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a déjà des faux et des vrais comptes pro-russes qui se multiplient au point que c'en est ridicule. Et aussi, c'est que les tests de sécurité peuvent être faits à l'arrivée, comme ça s'est fait dans le passé à plusieurs reprises. Je ne comprends pas l'obstination du gouvernement à vouloir tester des gens qui viennent d'une nation éminemment pacifique avant de les accueillir dans un pays, sur un territoire où il y a déjà énormément de ressortissants ukrainiens qui pourraient les accueillir plus facilement que dans d'autres juridictions au monde. Parmi l'action concertée avec les alliés, il y a Mme Bergen qui a proposé d'en faire davantage pour établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus des couloirs humanitaires. Vous en pensez quoi de cette suggestion-là? Je suis d'accord avec le gouvernement canadien sur le fait que c'est un risque qu'on ne peut pas se permettre de prendre. Je ne suis pas prêt à me réfugier derrière mon rôle de parti d'opposition pour demander quelque chose qui semblerait à ce stade-ci irresponsable. Le président russe, en fait, n'importe qui est prêt à assassiner des milliers de personnes est forcément dérangé mentalement. Et ce dérangé mental-là a le doigt sur le piton nucléaire. Je ne suis pas de ceux qui prétendent que nous sommes à l'orée d'une guerre nucléaire, mais jouons pas avec le feu. Évidemment, la Russie, en tout cas le régime Poutine, parce que je ne veux pas confondre le régime Poutine et la population russe, mais la Russie va interpréter ou dire que c'est un acte de guerre, le cas échéant, avec un risque d'escalade qu'on doit éviter. On a le droit de penser que dans l'état actuel des choses, tranquillement, peut-être quelque chose se met en place vers d'éventuelles négociations plus sérieuses. On commence à pouvoir sentir ça, malheureusement. Le régime du Kremlin assortit ces négociations de gestes d'une violence absolument inouïe pour maintenir la terreur, puis l'Occident, puis les nations libres, incluant bien sûr l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ou le Japon, là. Tout ce monde-là doit maintenir une pression et rétablir un rapport de force au bénéfice de l'Ukraine pour être capable d'avoir une négociation davantage équilibrée. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent, vous pensez, les conservateurs, en proposant ça? Je ne sais pas. Je sais toutefois qu'il arrive en politique, lorsqu'on est dans l'opposition, qu'on puisse faire une proposition à sa face même peu responsable, parce qu'on n'a pas la responsabilité de l'assumer ensuite. Vous avez parlé d'impuissance dans votre discours. Une des demandes de M. Zelenskyy, c'est une zone d'exclusion aérienne. Vous dites qu'on ne peut pas faire ça. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à toutes ces demandes? Est-ce que vous avez l'impression que, finalement, le Canada ne peut pas faire grand-chose? Le Canada fait présentement une contribution dont le principal défaut est la lenteur. Mais lorsque le Canada travaille en concertation et en coordination avec l'ONU, avec l'OTAN, avec le G20, avec le G7, pour imposer des sanctions ou acheminer une aide humanitaire ou militaire, je suis là, je soutiens ces démarches-là du gouvernement canadien de la même manière que je pense qu'en matière d'espace aérien, ils sont à la bonne place, la position est la bonne. Je demande simplement que l'aide humanitaire soit augmentée et que la passerelle aérienne, la passerelle humanitaire soit mise en place sans davantage de délai. Ça, on lise des avions, envoie-la là-bas, remplis-la, ramène-la, rendu ici, on fera toutes les vérifications de sécurité une fois rendu sur le territoire canadien. On ne laisse pas quelqu'un dans une position aussi périlleuse que ce que les gens vivent là-bas sous prétexte qu'on veut faire des tests. What do you want Canada to do among Russia? I'm sorry? The new list of 300
Russia has sanctioned. You're on the list. I'm wondering what you think about that. Am I on the list? You're number 29. Oh, okay. Thank you, Vladimir. I would simply say that this is part of a show in which I didn't ask to be part, but I don't take this very seriously. And I must admit that I did not plan to go in Russia anytime soon. No. What more do you think Canada ought to be doing for refugees? Act much, much, much faster. You do not ask people to go through some tests and verifications and biometric tests when their life is actually threatened. You rent planes, you send the planes over there, you fill the planes, you bring them back, and then you have all the time in the world to make all the tests and all the inquiries you want to do about those people. Now, the idea is to save lives, and I believe there's nothing else to be done than do it fast. There's a difference between immigration and saving lives. It's a matter of saving lives. Why do you think the government hasn't done that already? I would like to know. If I did know, I would make some suggestions. For the time being, I do not understand. Alexis has been working on that for days and days and asking for it. I understand that the machine, immigration Canadian machine, is not entirely up to the task now. So that's one more reason to put some criteria aside and just go help people, bring them here. Some of them will want to stay. Some of them will want to go back afterwards, and we have to respect that. But now there's an emergency. Let's behave accordingly. Does it seem to you like anything was learned from... Please read the committee. Oui. L'OIF doit se prononcer demain sur la position que le Canada doit prendre contre l'Ukraine, contre l'invasion en Ukraine. Il ne s'est pas prononcé encore, il y a un conseil ministériel demain. Est-ce que ce n'est pas un peu embarrassant que l'Organisation internationale de la francophonie ne soit pas encore prononcée là-dessus 20 jours après le gouvernement? C'est une excellente question. En fait, l'Organisation internationale de la francophonie est à la base tout sauf militaire. Son rôle là-dedans semble peut-être un peu plus lointain. Moi, j'aurais tendance à le voir comme ça. Je ne crois pas que les pays francophones soient moins sensibles à la situation en Ukraine que n'importe qui d'autre, et probablement même le contraire, parce qu'il y a un nombre significatif d'Ukrainiens qui ont une intéressante maîtrise du français d'ailleurs, mais je n'aurais pas de réponse plus précise à vous donner. J'encourage toutes les organisations internationales à prendre une position aussi claire que possible, le but étant toujours, et je le répète, de donner un rapport de force à l'Ukraine et au président Zelenskyy face à un adversaire, face à un ennemi dont le rapport de force est construit par la pure violence sauvage. Dernière question. Oui, peut-être votre réaction en français sur le fait que vous ne pouvez plus vous rendre en Russie en ce moment. Ouais. D'abord, je remercie le président Poutine de me reconnaître comme un adversaire de son régime odieux, et je dois vous avouer que dans mes plans de vacances, il n'y avait pas la Russie. I'm sorry, Russia feel the same way about sanctions from Canada? There's a difference between the sanctions which I am imposed, which mean absolutely nothing, and the sanctions which are imposed to some oligarchs, which lose tens of millions of dollars a day because of those sanctions. They must feel it hurts a little bit more. Merci beaucoup. I thought it was incredibly powerful. I thought that President Zelenskyy spoke directly to members of Parliament, directly to Canadians about the horrific conditions in Ukraine, about the challenges that he, his military, his people are facing every day on a military level, on a humanitarian level. And he expressed that he needs the world to do everything possible, Canada to do everything possible, to support him. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Mme Reagan d'établir une zone d'exclusion aérienne pour les couloirs humanitaires? Je pense que c'est important de se rappeler que quelque chose comme ça doit être organisé en collaboration avec les autres pays de l'OTAN. En ce moment, les autres pays de l'OTAN ne sont pas d'accord à le faire, mais on doit faire tout possible pour supporter l'Ukraine.
Like I said, I think that it's clear that the no-fly zone is something that would have to be implemented by NATO allies together. And world leaders have expressed that that's something that's not on the table. But I think we have to do everything possible to support Ukraine. Canada try and get that on the table? Like I said, I think Canada has to do everything possible. I think you heard that in the House today from leaders of all parties. Est-ce que ça veut dire non? Vous pensez pas que c'est une bonne idée? Ça veut dire que je pense que le Canada doit faire tout possible. Mais pas ça. What do you say to them when they call for a no-fly zone as the only solution here? What I say to them is that I and members of Parliament and others who represent them continue to advocate that Canada do everything we can. And I think that Canada has stepped up. Canada has shown leadership on the international stage and will continue to do so, whether it be through sanctions, whether it be through military aid, whether it be through humanitarian aid. Canada's really taking leadership, and we got to continue to do everything possible until the Ukrainians prevail. Are having NATO forces in Ukrainian airspace a non-starter? Listen, that's something that's a discussion for NATO allies. What I'm saying is that I think we need to do everything possible. I think you heard that in the House today. I think you heard that from President Zelenskyy. Are you personally in favor of that? As I've said, I think that it's important that Canada do everything possible. I think the NATO allies have discussed that. At the moment, NATO allies are not willing to do so. So I'm personally in favor of doing everything possible. Thank you very much, everybody. Thank you. Je ne peux pas parler de ce qui se passe dans le caucus, malheureusement, c'est confidentiel. Mais ce que je veux dire, c'est que je supporte que le Canada fait tout possible et je vais continuer de le faire. Merci beaucoup. Thank you. All right. That is Liberal MP Yvan Baker from Toronto area, Etobicoke Centre, of Ukrainian descent, responding to the speech. And now, as Martin and I have talked about, the debate that's now alive around some sort of limited no-fly zone. We have another person at the microphone speaking. Let's listen in. The leader of the opposition has called for a no-fly zone to protect humanitarian. Was this something that the Congress has been calling for, but the Prime Minister is still not willing to take that to NATO allies? I think that what is important is the outcome, and that is the protection of civilians. And a no-fly zone obviously is one of the ways. Additional weapons to assist in deflecting attacks. I think that the House was united, though, in the need to protect and help Ukraine. What did you make of President? I'm sorry? What did you make of the Ukrainian president? I think that he showed the courage and leadership that we have come to see. He called upon all of us to do more, for us to show the courage that he is leading the world with. And his appeal to the Ukrainian Canadian diaspora, of course, was very heartfelt. And we want him to know that we are fighting hand and fist to assist Ukraine. It is our moral duty to do so. What more would you like to see the Canadian government do to provide assistance to Ukraine? I think that the entire world understands that Ukraine needs to arm itself. It's going to need to be resupplied. If we help Ukraine to defend itself, it is fighting for democracy, not only in Europe, but around the world. We also have to be aware that this battle, this war, is not going to be contained within geographic boundaries. We know that COVID showed no respect for that. It was a global tragedy. And so this war in Ukraine will soon have implications beyond the geographic boundaries of Ukraine. There is going to be famine in the world. Ukraine is the bread basket of Europe. And when its Chornozem, its fertile land, is not sown this spring, the world will suffer. President Zelenskyy called for NATO to close the skies. You heard that call. Do you think that the Prime Minister should respond by taking this to NATO? I think I'm result-oriented. It's protecting the civilian population. And I'm not a military expert, but whatever it takes, whether it's ground-to-air missiles, whether it's a no-fly zone, whether it's a humanitarian corridor, there are many ways to fight this battle. Can we ask you about the importance of, we've got a humanitarian crisis now, millions of people now in Eastern Europe, they can't cope with them.
is it time for Canada to start saying, look, we've got to take in some of the Ukrainians? I mean, your organization has raised a lot of money to do that, but the government seems to be taking this sweet time getting this organized. Well, the Canada-Ukraine Foundation, in partnership with the Ukrainian Canadian Congress, has established the Ukraine Humanitarian Appeal. Our primary objective is to assist with delivery of humanitarian aid to Ukraine, as well as assisting those who are fleeing for their lives. We don't have enough data as yet. It is a chaotic condition at the Polish border, at the Moldovan border. We need to be able to stabilize and then bring to Canada as many Ukrainians as are seeking refuge, and we are working with Minister Fraser to make that happen. This is obviously a very historic moment. Do you have any reflections on being in the House as a foreign leader gave a wartime address to Canadian Parliament? What's going through your mind and what were you feeling? I can't help but reflect on the irony of the situation I find myself in. I am the child of World War II refugees who came to this country to find peace and shelter, and it is a bitter irony that I stand here today fighting for Ukraine again, and that we are facing the second huge wave of refugees coming from Ukraine seeking shelter in Canada and elsewhere. Thank you very much. Appreciate it.